Lecture à voix haute d'extraits des 20 romans de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Premier roman, La fortune des Rougon. Résumé du dernier épisode, la promenade nocturne de Miette et de Silver. Silver est un jeune homme qui cache un fusil à l'Aire Saint-Mitre, qui est la sorte de la place centrale de Plassans. Plassans qui est une ville du sud de la France, inventée par Émile Zola. À noter qu'on surnomme le sud de la France le Midi. Il attend Miette, il a un rendez-vous avec elle. Elle arrive d'un endroit qui s'appelle le Jaméfrein, où apparemment elle a l'air de travailler comme domestique. Tous les deux sont amoureux, et ils partent se promener de nuit, avec une particularité, c'est qu'elle a un grand manteau qu'elle appelle une pelisse, et ils peuvent se cacher tous les deux sous le grand manteau, ce qui leur permet d'être amoureux discrètement, sans que les habitants de la ville puissent se moquer d'eux ou les en empêcher. Un peu de contexte historique. Émile Zola a commencé sa série des Rougon-Macquart en 1871, au moment où l'empereur Napoléon III perd la guerre contre la Prusse et les Allemands, et il est fait prisonnier. Émile Zola détestait Napoléon III, et d'ailleurs, il fait commencer son premier roman, La fortune des Rougon, au moment où justement Napoléon III, qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, va faire un coup d'État le 2 décembre 1851. En 1848, il y a eu une révolution, une révolte qui a abouti notamment à l'abolition de l'esclavage et à l'instauration d'une république. Mais cette république ne va pas durer très longtemps, puisque Louis-Napoléon Bonaparte, le président, va faire son coup d'État à peine 3 ans plus tard et va devenir l'empereur Napoléon III. La révolte dont on entend parler dans le prochain épisode fait référence à la contestation de ce coup d'État. Deuxième extrait, Miette porte le drapeau de la révolte. Brusquement, Silver leva la tête. Il se débarrassa des plis de la pelisse, il prêta l'oreille. Miette, surprise, l'imita, sans comprendre pourquoi il se séparait d'elle d'un geste si prompt. Depuis un instant, des bruits confus venaient de derrière les coteaux, au milieu desquels se perd la route de Nice. C'était comme les cahots éloignés d'un convoi de charrettes. La rivière, d'ailleurs, couvrait de son grondement ces bruits encore indistincts. Mais peu à peu, ils s'accentuèrent. Ils devinrent pareils au piétinement d'une armée en marche. Puis, on distingua, dans ce roulement continu et croissant, des brouhahas de foule, d'étranges souffles d'ouragan cadencés et rythmiques. On aurait dit les coups de foudre d'un orage qui s'avançait rapidement, troublant déjà de son approche l'air endormi. Silver écoutait, ne pouvant saisir ces voix de tempête que les coteaux empêchaient d'arriver nettement jusqu'à lui. Et tout à coup, une masse noire apparut au coude de la route. La Marseillaise, chantée avec une furie vengeresse, éclata. Formidable. « Ce sont eux !» s'écria Silver dans un élan de joie et d'enthousiasme. Il se mit à courir, montant la côte, entraînant Miette. Il y avait à gauche de la route un talus planté de chênes verts sur lequel il grimpa avec la jeune fille, pour ne pas être emportés tous deux par le flot hurlant de la foule. Quand ils furent sur le talus, dans l'ombre des broussailles, l'enfant, un peu pâle, regarda tristement ces hommes dont les chants lointains avaient suffi pour arracher Silver de ses bras. Il lui sembla que la bande entière venait se mettre entre elle et lui. Ils étaient si heureux quelques minutes auparavant, si étroitement unis, si seuls, si perdus dans le grand silence et les clartés discrètes de la lune. Et maintenant, Silver, la tête tournée, ne paraissant même plus savoir qu'elle était là, n'avait de regard que pour ces inconnus, qu'il appelait du nom de frères. La bande descendait avec un élan superbe, irrésistible. Rien de plus terriblement grandiose que l'irruption de ces quelques milliers d'hommes dans la paix morte et glacée de l'horizon. La route, devenue torrent, roulait des flots vivants qui semblaient ne pas devoir s'épuiser. Toujours, au coude du chemin, se montraient de nouvelles masses noires, dont les chants enflaient de plus en plus la grande voix de cette tempête humaine. Quand les derniers bataillons apparurent, il y eut un éclat assourdissant. La Marseillaise emplit le ciel, comme soufflée par des bouches géantes dans de monstrueuses trompettes qui la jetaient, vibrantes,
avec des sécheresses de cuivre à tous les coins de la vallée. Et la campagne endormie s'éveilla en sursaut. Elle frissonna tout entière, ainsi qu'un tambour que frappent les baguettes. Elle retentit jusqu'aux entrailles, répétant par tous ses échos les notes ardentes du chant national. Alors, ce ne fut plus seulement la bande qui chanta. Des bouts de l'horizon, des rochers lointains, des pièces de terre labourées, des prairies, des bouquets d'arbres, des moindres broussailles semblèrent sortir des voix humaines. Le large amphithéâtre qui monte de la rivière à Plassans, la cascade gigantesque sur laquelle coulaient les bleuâtres clartés de la lune, était comme couvert par un peuple invisible et innombrable, acclamant les insurgés. Et au fond des creux de la rivière, le long des oreillers de mystérieux reflets d'étain fondu, il n'y avait pas un trou de ténèbres où des hommes cachés ne parussent reprendre chaque refrain avec une colère plus haute. La campagne, dans l'ébranlement de l'air et du sol, criait vengeance et liberté. Tant que la petite armée descendit la côte, le rugissement populaire roula ainsi par ondes sonores traversées de brusques éclats, secouant jusqu'aux pierres du chemin. Silver, blanc d'émotion, écoutait et regardait toujours. Les insurgés qui marchaient en tête, traînant derrière eux cette longue coulée grouillante et mugissante, monstrueusement indistincte dans l'ombre, approchaient du pont à pas rapide. « Je croyais, murmura Miette, que vous ne deviez pas traverser Plassans. »« On aurait modifié le plan de campagne, répondit Silver. Nous devions en effet nous porter sur le chef-lieu par la route de Toulon, en prenant à gauche de Plassans et d'Orchères. Ils seront partis d'Albois cet après-midi et auront passé aux Tulettes dans la soirée. » La tête de la colonne était arrivée devant les jeunes gens. Il régnait dans la petite armée plus d'ordre qu'on en aurait pu attendre d'une bande d'hommes indisciplinés. Les contingents de chaque ville, de chaque bourg, formaient des bataillons distincts qui marchaient à quelques pas les uns des autres. Ces bataillons paraissaient obéir à des chefs. D'ailleurs, l'élan qui les précipitait en ce moment sur la pente de la côte en faisait une masse compacte, solide, d'une puissance invincible. Il pouvait y avoir là environ 3000 hommes, unis et emportés d'un bloc par un vent de colère. On distinguait mal, dans l'ombre que les hauts talus jetaient le long des routes, les détails étranges de cette scène. Mais, à 5 ou 6 pas de la broussaille où s'étaient abrités Miette et Silver, le talus de gauche s'abaissait pour laisser passer un petit chemin qui suivait la rivière, et la lune, glissant par ses trouées, rayait la route d'une large bande lumineuse. Quand les premiers insurgés entrèrent dans ce rayon, ils se trouvèrent subitement éclairés d'une clarté dont les blancheurs aiguës découpaient avec une netteté singulière les moindres arêtes des visages et des costumes. À mesure que les contingents défilèrent, les jeunes gens les virent ainsi, en face d'eux, farouches, sans cesse renaissants, surgir brusquement des ténèbres. Aux premiers hommes qui entrèrent dans la clarté, Miette, d'un mouvement instinctif, se serra contre Silver, bien qu'elle se sentît en sûreté, à l'abri même des regards. Elle passa le bras au cou du jeune homme, appuya la tête contre son épaule. Le visage encadré par le capuchon de la police, pâle, elle se tint debout, les yeux fixés sur ce carré de lumière que traversaient rapidement de 6 étranges faces transfigurées par l'enthousiasme, la bouche ouverte et noire, toute pleine du cri vengeur de la Marseillaise. La taille grandit, le visage en feu. Silver montrait les contingents d'un geste nerveux. Miette suivait ce geste. Elle se sentait attirée vers le bas de la route, comme par les profondeurs d'un précipice. Pour ne pas glisser le long du talus, elle se retenait au cou du jeune homme. Une ivresse singulière montait de cette foule grisée de bruit, de courage et de foi. Ces êtres entrevus dans un rayon de lune, ces adolescents, ces hommes mûrs, ces vieillards, brandissant des armes étranges, vêtus des costumes les plus divers, depuis le sarrau du manœuvre jusqu'à la redingote du bourgeois, cette file interminable de têtes, dont l'heure et la circonstance faisaient des masques inoubliables d'énergie et de ravissement fanatique, prenait à la longue devant les yeux de la jeune fille une impétuosité vertigineuse de torrent. À certains moments, il lui semblait qu'ils ne marchaient plus, qu'ils étaient charriés par la Marseillaise elle-même, par ce chant rauque aux sonorités formidables. Elle ne pouvait distinguer les paroles, elle n'entendait qu'un grondement continu, allant de notes sourdes à des notes vibrantes, aiguës comme des pointes qu'on aurait par saccade enfoncées dans sa chair. Ce rugissement de la révolte, cet appel à la lutte et à la mort avec ses secousses de colère, ces désirs brûlants de liberté,
Son étonnant mélange de massacre et d'élan sublime, en la frappant au cœur, sans relâche et plus profondément à chaque brutalité du rythme, lui causait une de ces angoisses voluptueuses de vierge martyre, se redressant et souriant sous le fouet. Et toujours, roulée dans le flot sonore, la foule coulait. Le défilé, qui dura à peine quelques minutes, parut aux jeunes gens ne devoir jamais finir. Certes, Miette était une enfant. Elle avait pâli à l'approche de la bande, elle avait pleuré ses tendresses envolées. Mais elle était une enfant de courage, une nature ardente, que l'enthousiasme exaltait aisément. Aussi l'émotion qu'il avait peu à peu gagnée la secouait-elle maintenant tout entière. Elle devenait un garçon. Volontiers, elle lui prit une arme et suivit les insurgés. Ses dents blanches, à mesure que défilaient les fusils et les faux, se montraient plus longues et plus aiguës entre ses lèvres rouges, pareilles au croc d'un jeune loup qui aurait des envies de meurtre. Et lorsqu'elle entendit Silver dénombrer d'une voix de plus en plus pressée les contingents des campagnes, il lui sembla que l'élan de la colonne s'accélérait encore, à chaque parole du jeune homme. Bientôt, ce fut un emportement, une poussière d'hommes balayée par une tempête. Tout se mit à tourner devant elle. Elle ferma les yeux. De grosses larmes chaudes coulaient sur ses joues. Silver avait lui aussi des pleurs au bord des cils. « Je ne vois pas les hommes qui ont quitté Plassans cet après-midi, » murmura-t-il. Il tâchait de distinguer le bout de la colonne qui se trouvait encore dans l'ombre, puis il cria d'une joie triomphante. « Ah, les voici! Ils ont le drapeau! On leur a confié le drapeau !» Alors, il voulut sauter du talus pour aller rejoindre ses compagnons. Mais à ce moment, les insurgés s'arrêtèrent. Des ordres coururent le long de la colonne. La Marseillaise s'éteignit dans un dernier grondement, et l'on n'entendit plus que le murmure confus de la foule encore toute vibrante. Silver, qui écoutait, put comprendre les ordres que les contingents se transmettaient, et qui appelaient les gens de Plassans en tête de la bande. Comme chaque bataillon se rangeait au bord de la route pour laisser passer le drapeau, le jeune homme, entraînant Miette, se mit à remonter le talus. « Viens, lui dit-il, nous serons avant eux, de l'autre côté du pont. » Et quand ils furent en haut, dans les terres labourées, ils coururent jusqu'à un moulin dans l'écluse barre la rivière. Là, ils traversèrent la rivière sur une planche que les meuniers y ont jetée. Puis ils coupèrent en biais les prés Sainte-Claire, toujours se tenant par la main, toujours courant, sans échanger une parole. La colonne faisait, sur le grand chemin, une ligne sombre qu'ils suivirent le long des haies. Il y avait des trous dans les aubépines. Silver et Miette sautèrent sur la route par un de ces trous. Malgré le détour qu'ils venaient de faire, ils arrivèrent en même temps que les gens de Plassans. Silver échangea quelques poignées de main. On dut penser qu'il avait appris la marche nouvelle des insurgés et qu'il était venu à leur rencontre. Miette, dont le visage était caché à demi par le capuchon de la pelisse, fut regardée curieusement. « Hé, c'est la Chantegreil, dit un homme du faubourg, la nièce de Rébuffat, le mégé du Jaméfrin. »« D'où sors-tu donc, coureuse ?» cria une autre voix. Silver, gris d'enthousiasme, n'avait pas songé à la singulière figure que ferait son amoureuse devant les plaisanteries certaines des ouvriers. Miette, confuse, le regardait comme pour implorer aide et secours. Mais avant même qu'il eût pu ouvrir les lèvres, une nouvelle voix s'éleva du groupe, disant avec brutalité « Son père est au bagne. Nous ne voulons pas avec nous la fille d'un voleur et d'un assassin. » Miette pâlit affreusement. « Vous mentez, murmura-t-elle. Si mon père a tué, il n'a pas volé. » Et comme Silver serrait les poings, plus pâle et plus frémissant qu'elle, « Laisse, reprit-elle. Ceci me regarde. » Puis, se retournant vers le groupe, elle répéta avec éclat. « Vous mentez, il n'a jamais pris un sou à personne, vous le savez bien, pourquoi l'insultez-vous quand il ne peut être là ?» Elle s'était redressée, superbe de colère. Sa nature ardente à demi sauvage paraissait accepter avec assez de calme l'accusation de meurtre, mais l'accusation de vol l'exaspérait. On le savait, et c'est pourquoi la foule lui jetait souvent cette accusation à la face, par méchanceté bête. L'homme qui venait d'appeler son père voleur n'avait d'ailleurs répété que ce qu'il entendait dire depuis des années. Devant l'attitude violente de l'enfant, les ouvriers ricanèrent. Silver serrait toujours les poings. La chose allait mal tourner. Lorsqu'un chasseur de la Seille, qui s'était assis sur un tas de pierres au bord de la route, en attendant qu'on se remît en marche,
vint au secours de la jeune fille. « La petite a raison, dit-il. Chantegreil était un des nôtres, je l'ai connu. Jamais on n'a bien vu clair dans son affaire. Moi, j'ai toujours cru à la vérité de ses déclarations devant les juges. Le gendarme qui l'a descendu à la chasse d'un coup de fusil devait déjà le tenir lui-même au bout de sa carabine. On se défend, que voulez-vous? Mais Chantegreil était un honnête homme. Chantegreil n'a pas volé. » Comme il arrive en pareil cas, l'attestation de ce braconnier suffit pour que Miette trouvât des défenseurs. Plusieurs ouvriers voulurent avoir également connu Chantegreil. « Eh oui, c'est vrai, dirent-ils. Ce n'était pas un voleur. Il y a à Plassans des canailles qu'il faudra envoyer au bagne à sa place. Chantegreil était notre frère. Allons, calme-toi, petite. » Jamais Miette n'avait entendu dire du bien de son père. On le traitait ordinairement devant elle de gueux, de scélérat, et voilà qu'elle rencontrait de braves cœurs qui avaient pour lui des paroles de pardon, et qui le déclaraient un honnête homme. Alors, elle fondit en larmes. Elle retrouva l'émotion que la Marseillaise avait fait monter à sa gorge. Elle chercha comment elle pouvait remercier ces hommes, doux aux malheureux. Un moment, il lui vint l'idée de leur serrer la main, à tous, comme un garçon. Mais son cœur trouva mieux. À côté d'elle se tenait debout l'insurgé qui portait le drapeau. Elle toucha la hampe du drapeau, et pour tout remerciement, elle dit d'une voix suppliante. « Donnez-le-moi, je le porterai. » Les ouvriers, simples d'esprit, comprirent le côté naïvement sublime de ce remerciement. « C'est cela !» crièrent-ils. « La Chantegreil portera le drapeau !» Un bûcheron fit remarquer qu'elle se fatiguerait vite, qu'elle ne pourrait aller loin. « Oh, je suis forte !» dit-elle orgueilleusement en retroussant ses manches et en montrant ses bras ronds, aussi gros déjà que ceux d'une femme faite. Et comme on lui tendait le drapeau, « Attendez !» reprit-elle. Elle retira vivement sa pelisse, qu'elle remit ensuite après l'avoir tournée du côté de la doublure rouge. Alors, elle apparut dans la blanche clarté de la lune, drapée d'un large manteau de pourpre qui lui tombait jusqu'aux pieds. Le capuchon, arrêté sur le bord de son chignon, la coiffait d'une sorte de bonnet phrygien. Elle prit le drapeau, en serra la hampe contre sa poitrine et se tint droite, dans les plis de cette bannière sanglante qui flottait derrière elle. Sa tête d'enfant exaltée, avec ses cheveux crépus, ses grands yeux humides, ses lèvres entr'ouvertes par un sourire, eut un élan d'énergique fierté en se levant à demi vers le ciel. À ce moment, elle fut la Vierge Liberté. Les insurgés éclatèrent en applaudissements. Ces méridionaux, à l'imagination vive, étaient saisis et enthousiasmés par la brusque apparition de cette grande fille toute rouge qui serrait si nerveusement leur drapeau sur son sein. Des cris partirent du groupe. « Bravo la Chantegreil! Vive la Chantegreil! Elle restera avec nous! Elle nous portera bonheur! » On lui acclamait longtemps, si l'ordre de se remettre en marche n'était arrivé. Et pendant que la colonne s'ébranlait, Miette pressa la main de Silver qui venait de se placer à son côté et lui murmura à l'oreille. « Tu entends? Je resterai avec toi. Tu veux bien ?» Silver, sans répondre, lui rendit son étreinte. Il acceptait. Profondément ému, il était d'ailleurs incapable de ne pas se laisser aller au même enthousiasme que ses compagnons. Miette lui était apparue si belle, si grande, si sainte. Pendant toute la montée de la côte, il la revit devant lui, rayonnante, dans une gloire empourprée. Maintenant, il la confondait avec son autre maîtresse adorée, la République. Il aurait voulu être arrivé, avoir son fusil sur l'épaule, mais les insurgés montaient lentement. L'ordre était donné de faire le moins de bruit possible. La colonne s'avançait, entre les deux rangées d'ormes, pareil à un serpent gigantesque, dont chaque anneau aurait eu d'étranges frémissements. La nuit glacée de décembre avait repris son silence, et seule la rivière paraissait gronder d'une voix plus haute. Dès les premières maisons du faubourg, Silver courut en avant pour aller chercher son fusil à l'air Saint-Mitre, qu'il retrouva endormi sous la lune. Quand il rejoignit les insurgés, ils étaient arrivés devant la porte de Rome. Miette se pencha et lui dit avec son sourire d'enfant. « Il me semble que je suis à la procession de la Fête-Dieu et que je porte la bannière de la Vierge. »